Bienvenue donc dans ce chapitre L'homme face aux micro-organismes, où cette fois on va traiter dans un deuxième temps de la contamination, donc du passage de la contamination à l'infection. On va d'abord voir le mode d'action des bactéries, d'accord? Donc ces micro-organismes qui sont de l'ordre donc du micromètre, d'accord? On peut les voir facilement avec un microscope, donc même un microscope optique avec un gros grossissement, on peut les observer. Rappelez-vous des bactéries lactiques. Mais celles qui nous intéressent, ce sont les pathogènes. Mais dans tous les cas, les bactéries sont des cellules sans noyau, ce qu'on appelle des cellules prokaryotes, d'accord? Mais elles possèdent quand même un matériel génétique sous forme d'un seul chromosome à l'intérieur de leur cytoplasme. Donc ces bactéries peuvent facilement circuler dans notre lymphe, c'est-à-dire un liquide qui entoure nos cellules, ou dans le sang. Alors ce qui les intéresse sont quand même les éléments nutritifs qui se trouvent dans ces liquides corporels. On est, le corps est intéressant pour elles. Elles ont besoin d'un milieu à 37 degrés, un milieu humide, d'accord, et puis des éléments nutritifs. Donc on est vraiment l'écosystème, l'environnement, le milieu de vie, très intéressant pour elles. Alors dans tous les cas, vous le voyez ici sur l'animation, ces bactéries vont déjà de toute façon chercher à se multiplier. Et elles le font extrêmement rapidement. Là, vous avez des bacilles qui sont en train de se diviser, mais on peut donner par exemple l'exemple des streptocoques, qui sont aussi donc des bactéries potentiellement pathogènes, qui vont se développer très rapidement en se divisant et donc envahir, mais envahir pas simplement que au moment de la contamination, mais envahir complètement notre organisme, c'est-à-dire circuler en plus dans les liquides corporels et s'installer un petit peu partout dans notre corps. Donc on va parler à ce moment-là d'infection par septicémie. D'accord? On est envahi vraiment en très grande quantité. Ces microbes, visiblement, se trouvent très bien dans notre corps. Et puis, d'autres bactéries, comme par exemple les bacilles tétaniques, vont rester plutôt près du point d'entrée et vont sécréter des substances qu'on appelle des toxines qui vont développer aussi des symptômes très importants, qui vont déclencher des symptômes très importants, des tétanies, si vous voulez, donc des blocages des muscles, d'accord, d'où le terme, vous étudierez cette maladie, donc le tétanos, et vous verrez à quel point ces toxines tétaniques sont extrêmement dangereuses. On parle alors d'infection par toxémie. Enfin, dans tous les cas, de toute façon, on a affaire à une infection bactérienne. Donc, on est envahi par le nombre et on est envahi aussi par des micro-organismes qui vont chercher à s'installer et à réagir en libérant des substances de type toxine. Alors, pour se multiplier, les bactéries vont se diviser en se coupant en deux, d'accord? Ce n'est pas une mitose, d'accord? Ce qu'on appelle une fission binaire. Donc ils vont le faire quand même, c'est un petit peu les prémices de la mitose. Ces bactéries vont quand même faire auparavant une copie de leur matériel génétique. Vous l'avez ici, la cellule de départ va donner, lors d'une première division, deux cellules, d'accord? Donc forcément, son chromosome a été dédoublé de manière à pouvoir transmettre un chromosome dans chaque cellule, etc., etc. Donc tout ça, donc toutes les 20 minutes, vous avez une bactérie qui se divise. Chaque bactérie sera donc la copie de la cellule de départ. Bon, peut-être qu'on peut finalement envisager, bon, ça peut être peut-être intéressant de se dire que ce clone finalement bactérien va être peut-être sensible entièrement ou résistant à un antibiotique précis. Bah, écoutez, on verra que ce sera un peu plus compliqué. D'accord? Alors, si on étudie leur courbe de croissance, on voit que dès la contamination, qui se fait ici au temps t égale 0, donc on a évidemment le nombre de cellules bactériennes 10 puissance 5 en fonction du temps en heures, eh bien, on a tout d'abord une phase de latence. 4 heures après donc, la contamination, finalement la quantité de bactéries n'est pas très importante. C'est ce qu'on appelle la contamination, donc c'est là où il y a quand même un petit envahissement, d'accord, mais on n'est pas quand même cette fois dans l'infection. Ensuite, vous avez une phase de croissance très importante qui dure à peu près jusqu'à la 8e heure. D'accord? Si je prends mon graphique ici, effectivement, je prends le temps t égale 8 heures, et effectivement, je vois le taux de bactéries qui passe à une quantité très très importante, d'accord? Un peu plus de 2, d'accord, 2,25, 2,2 fois 10 puissance 5 bactéries par rapport au stade de départ. Donc là, pour l'instant, on est encore à ce stade-là dans la contamination, mais on tend vers l'infection. D'accord? L'infection, c'est lorsqu'effectivement on a cette fois un développement non seulement d'un grand nombre de bactéries, d'accord, leur nombre reste stationnaire, mais qu'en plus l'individu va développer à ce stade-là des symptômes. Donc là, on parle vraiment, c'est le début de l'infection qui se manifeste aussi par des symptômes. Si la bactérie a toujours des micro-organismes, d'accord, eh bien, des éléments nutritifs, elle va peut-être non pas passer par cette phase stationnaire, mais continuer à se multiplier dans votre corps, ce qui fait que l'infection va s'installer. S'il n'y a plus d'éléments nutritifs, donc l'infection peut s'installer, mais on va passer par une phase stationnaire, et puis au bout d'un moment, vous voyez que la quantité de micro-organismes va descendre, diminuer très rapidement,
au bout de la 16e heure, c'est ce qu'on appelle la phase de déclin. Donc c'est l'absence d'éléments nutritifs qui fait qu'on va avoir eh bien, une courbe de ce type-là, avec un profil de ce type-là. On verra que parfois, on a des courbes qui peuvent être beaucoup plus difficiles pour atteindre, beaucoup plus longues pour atteindre la phase stationnaire. Tout dépend de la maladie. Les virus, eux, vont avoir un mode d'action différent parce que ce ne sont pas des cellules. Les virus sont des parasites intracellulaires, ce sont des éléments faits d'une coque, d'accord, ce qu'on appelle une capsule, sur laquelle on va trouver donc des molécules, hein, des particules, une espèce de sorte de clé aussi, des molécules pour marquer un petit peu aussi à quelle famille ils appartiennent. Chaque famille, si vous voulez pour faire plus simple, a différents types de molécules sur sa capsule et va avoir aussi des clés pour rentrer dans différentes cellules. Et il y a un matériel génétique à l'intérieur donc de cette capsule. Donc là, vous avez par exemple un virus de la grippe schématisé, d'accord, ici en face de vous. Donc ces virus n'ont pas de noyau, pas de cytoplasme, pas de membrane plasmique, donc ils n'ont pas une structure cellulaire et donc ils n'ont pas les outils pour se multiplier. Donc forcément, ils vont avoir besoin d'une cellule hôte, c'est ce qui va les intéresser. C'est pour ça qu'ils vont chercher à rentrer dans notre corps, c'est pour chercher des hôtes avec des outils qui vont leur permettre donc de se multiplier et de s'installer dans un environnement. Alors, ils vont donc se multiplier à l'intérieur des cellules vivantes. Vous voyez ici donc dans les étapes, 1, le virus donc va se fixer donc contre sa cellule hôte qu'il va reconnaître. Ensuite, il va entrer à l'intérieur, donc il fait rentrer son matériel génétique. Il provoque une réplication virale, c'est-à-dire qu'il va forcer la cellule à multiplier, à fabriquer donc son ADN viral, son matériel génétique viral. Et puis ensuite, ce matériel génétique viral, vous voyez ici, va s'approcher de la membrane plasmique de la cellule. La coque, entre guillemets, la capsule va se reformer, d'accord, et la cellule hôte va bourgeonner au point au bout d'un moment de finir par mourir, d'accord. Donc les cellules hôtes vont mourir soit d'épuisement, soit elles vont éclater en libérant les virus qu'elles contenaient. Donc dans ce cas-là, on parle d'infection virale. Vous voyez que le mécanisme est complètement différent de celui des bactéries parce qu'on n'a pas vraiment affaire, on n'a pas affaire du tout à une cellule. Donc ce qui est intéressant, c'est que certains virus, comme le virus de la grippe par exemple, se transmettent extrêmement rapidement. Donc généralement dans les liquides liés aux éternuements, à la toux, etc. Donc si on éternue dans ses mains, par exemple, on a forcément des microbes sur ses mains, des virus, on va les déposer sur les objets, etc. Donc on va potentiellement entraîner une contamination très importante. Deuxième chose, on peut aussi être porteur de ces virus sans forcément développer les symptômes. On parle là de porteurs sains. Alors, ce type de virus-là, dont fait partie par exemple le coronavirus, famille un petit peu différente de celle de la grippe classique, hein, saisonnière, mais vont se transmettre très rapidement dans une population et être responsables d'épidémies, voire de pandémies. C'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on est en train de vivre actuellement, cette pandémie absolument terrifiante, hein, avec ce nombre de cas très important, de décès très importants. Et attention, on avait pas trop de recul au départ, il y a à peu près 15 jours. Là maintenant, on voit qu'effectivement, non seulement les personnes âgées développent, donc, sont envahies, infectées donc, par ce virus, et on a un fort taux donc, de décès chez ces personnes âgées, mais on a également des cas d'infections très importantes, de complications, voire de décès chez des personnes un peu plus jeunes. Les adolescents, les enfants, eux, étant plutôt des réservoirs entre guillemets de virus, c'est-à-dire des porteurs sains. D'où l'intérêt de bien respecter ce qui est donné comme consigne. Déjà de ne pas sortir de chez soi pour éviter soit de l'attraper, soit de contaminer d'autres personnes, donc éviter le contact avec d'autres personnes, rester en confinement. Et puis, deuxième chose, éviter d'aller voir les personnes âgées pour ne pas, ou les personnes fragiles, ça peut être quelqu'un qui est asthmatique, ça peut être quelqu'un qui a une maladie aussi autre, pulmonaire, etc., ou même une maladie plus banal, voilà. Mais dans tous les cas, éviter de transmettre le virus. On doit rester enfermé, confiné, de manière à éviter la contamination. Alors, ce qui est embêtant, c'est quand ces gestes, effectivement, très simples, finalement, un confinement, c'est facile à respecter, ne sont pas respectés. Et là, il faut vraiment comprendre que chaque personne qui va chercher à se déplacer pour s'amuser, parce qu'il en a marre d'être à l'intérieur, va être responsable du vecteur, va être un vecteur donc de cette contamination et donc de ce virus. Voilà, il faut agir relativement vite dans ce type d'infection, par des mesures qui vont limiter la contamination entre les individus. Donc les gestes barrières, se laver les mains, le gel hydroalcoolique. Alors tous ces
tousser dans son coude, je ne sais pas si c'est vraiment très utile, mais au moins ce serait quand même plutôt tousser dans son coude, plutôt tousser à la limite sur le revers de la main gauche si vous êtes droitier, sur le revers de la main droite si vous êtes gaucher, ou alors mieux avoir des mouchoirs. Vous éternuez dans votre mouchoir, vous mouchez, et puis ensuite vous jetez votre mouchoir, vous toussez dans le mouchoir et vous les jetez. Donc des choses qui sont relativement quand même faciles et logiques. Alors le port d'un masque est réservé vraiment aux malades, aux personnes qui sont malades et qui ne veulent pas contaminer les autres. Donc ça c'est le masque chirurgical classique, hein. Et puis vous avez les masques plus compliqués, dit entre guillemets en bec de canard, qui sont réservés aux soignants, on en avait parlé en classe. Et c'est vrai que là, ces masques-là, vous ne devez pas en avoir à la maison. Ces masques-là, vous n'avez pas besoin d'en avoir parce que c'est réservé vraiment aux personnes qui vont être au contact. C'est quand même très délicat d'avoir des soignants, donc des infirmières qui sont vraiment en panique totale parce qu'elles ont ces masques qui sont périmés depuis très longtemps. Il y a très mauvais approvisionnement, et puis elles ont des masques périmés, elles portent et elles sont vraiment en contact de gens qui leur toussent dessus, quoi. Il faut bien comprendre les choses. Donc je pense qu'il faut vraiment connaître des infirmières, écouter leur discours, écouter les discours des médecins pour se rendre compte qu'on est quand même dans une situation qui risque encore plus de dégénérer si on ne respecte pas les consignes. Donc regardez bien cette courbe, elle est quand même assez édifiante. On voit la comparaison de l'évolution d'une épidémie, donc ce sera encore plus valable pour une pandémie, sans intervention, c'est-à-dire si on ne respecte pas les consignes, et avec intervention. Regardez bien quand même le graphique. Bon, j'ai pas mis de choses très compliquées, mais on a le temps ici qui s'écoule, et là on a effectivement, si on ne fait rien, si on ne respecte pas, un pic très important, d'accord ? Et puis voilà, ça va se ralentir peut-être très très vite, mais en tout cas, le taux de cas confirmé, donc on augmenterait le taux de décès si on ne fait rien. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est limiter l'apparition dans le temps de ces cas de manière à permettre ici aux services hospitaliers de pouvoir gérer ces malades. Parce que le problème, il est là. Voilà, c'est de pouvoir gérer les malades qui vont arriver. Parce qu'il n'y a pas que les malades du coronavirus, il y a aussi toutes les autres. Parce que le coronavirus est là, que ça va arrêter donc les autres maladies. Voilà. Donc il faut quand même avoir des gestes un peu civiques. Et puis donc se protéger, mais aussi protéger les autres en respectant les consignes. Alors, pour finir par rapport à notre cours de troisième, le bilan à retenir donc de ce cours, c'est que vous avez donc deux principales catégories de micro-organismes pathogènes, des bactéries, d'accord, avec leurs chromosomes bactériens, et des virus qui sont ici, on le dit très bien, 10 à 100 fois plus petits que des bactéries. Alors, deuxième différence importante, les bactéries sont des cellules sans noyau, donc prokaryotes, qui vont envahir l'espace entre nos cellules en se multipliant. Et n'oubliez pas que certaines bactéries aussi libèrent des toxines. Et alors, à côté, vous avez le virus qui est un parasite intracellulaire qui a besoin d'une cellule hôte pour se multiplier. Donc nos cellules vont être infectées par un virus. Dans ce cas-là, on n'oublie pas également que s'il y a infection par virus, on a également une perte cellulaire, c'est-à-dire que nos cellules hôtes, les cellules hôtes, donc nos cellules à nous, par exemple les cellules de la muqueuse, si vous avez la grippe ou le coronavirus, ces cellules vont éclater. Donc on a vraiment une perte cellulaire très importante. Et donc des symptômes aussi très gênants. Voilà pour cette partie du cours. Si vous avez donc des questions à poser, c'est par Pronote. Si vous avez donc des remarques à faire, c'est aussi par Pronote. Vous ne pouvez pas laisser de commentaires sur les vidéos YouTube. Vous ne pouvez pas non plus. Vous pouvez liker pour vous, hein, si vous voulez, ou ne pas liker si vous n'avez pas aimé. Mais en tout cas, je préférais quand même que tout passe par Pronote de manière à pouvoir répondre individuellement aux questions et d'une manière un petit peu plus, voilà, privée. On reste quand même dans le cadre d'un cours. Je vous remercie et vous allez retrouver la troisième partie du cours donc dans une troisième vidéo.